Okay. Il y a un danger, il y a des dangers par rapport à la démocratie québécoise. J'ai appris un nouveau mot récemment, ça s'appelle la démocrature. C'est un mélange de démocratie et de dictature. C'est très populaire dans beaucoup de pays. Je vais continuer à fouiller ça, puis je vais faire un petit article là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour avoir plus de démocratie? Devenir de vrais citoyens, préoccupés 365 jours par année par ce qui se passe chez nous. Et ça, on a tendance à prendre congé de 4 ans chaque fois qu'il y a une élection. Une fois qu'ils sont élus, on s'en occupe. Est-ce que vous pensez que le printemps québécois est un genre d'éveil? Je pense que oui. Je pense que la jeunesse est très présente, qu'elle est très prête et qu'on a raison d'essayer de les apprivoiser et de s'en faire des alliés. Pauline est une fille qui est née dans un petit village sur une terre, sur une ferme. Elle n'a pas eu accès à l'anglais. Si elle était née à Montréal, ça se serait fait automatiquement. Moi, je n'ai pas appris l'anglais à l'école. J'ai appris l'anglais dans les ruelles de Saint-Henri, surtout avec des immigrés italiens qui parlaient l'anglais. Puis ils étaient beaux petits gars, donc ils parlaient l'anglais. Alors c'est avec eux que j'ai appris l'anglais et ça m'a servi toute ma vie parce que ça m'a permis, par exemple, de travailler beaucoup pour le réseau anglais de Radio-Canada, ce que bien des gens ne savent pas. Je pouvais improviser aussi bien en anglais qu'en français. Donc, j'ai travaillé avec Patrick Watson, j'ai travaillé avec Peter Zosky. Je suis connu du côté anglophone, et ça, le Parti québécois s'en est beaucoup servi. Parce qu'entre 1976 et 80, j'étais une de celles qu'on envoyait toujours dans les réunions anglophones à Montréal pour aller expliquer c'était quoi le projet du Parti québécois. Je suis connu et j'étais estimé. Ça s'est gâté parce que je suis allé habiter Hudson. Et à Hudson, je suis tombée sur des anglophones qui n'étaient pas des anglophones de Montréal, qui étaient des anglophones du West Island. Et j'ai été mal reçue. Et au moment de la loi 101, je faisais mes courses dans un Provigo à Hudson. Et le patron du Provigo avait forcé toutes les caissières à apprendre quelques mots de français au cas où il se présenterait quelqu'un qui exigerait qu'il parle français. Alors, quand moi je me présentais là pour faire mes courses, tout s'arrêtait dans le magasin. Des fois, au premières fois, je me suis demandé ce qui se passait. Et il y avait des jeunes femmes qui me disaient bonjour, madame. Et puis je disais, mais c'est formidable, vous parlez français, comme c'est gentil, merci beaucoup. Et puis ça s'est très bien passé pendant 1 an ou 2. Et puis quand j'ai quitté la politique, et que même encore quand j'ai quitté la politique, ça allait pas mal. Mais quand le Parti québécois a été défait, la première fois, qu'il a quitté le pouvoir, le lendemain matin, tout le monde me parlait anglais. Et pendant la période référendaire, j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit à des rouleaux en quantité incroyable de papier de toilette enroulés autour de mes arbres. J'ai eu droit à des caisses complètes de tomates lancées sur une maison blanche. J'ai eu droit à la peinture municipale qui avait écrit d'immenses noms dans mes entrées. Et le soir du référendum, j'avais fait une demande spéciale au premier ministre en disant, moi, je peux avoir des ennuis dans mon coin. Est-ce que je pourrais avoir un peu de surveillance au moins pour la maison? Parce qu'il faut les faire nettoyer après ces événements-là. Et on m'a répondu que ce n'était pas possible. Et j'ai engagé des surveillants pour vérifier le terrain et la maison. Parce que c'était très difficile. Et malgré tout, vous voyez, encore aujourd'hui, j'ai écrit que je suis prête à retourner rencontrer les anglophones pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on souhaite qu'ils y arrivent, c'est-à-dire qu'on y arrive ensemble. Je suis prête à essayer de faire ça. Et qu'à force d'essayer d'aller chercher des votes en faisant peur au monde, on s'expose à ce qui est arrivé aux métropoles. Je parle de la haine qui grandit entre la communauté francophone et la communauté anglophone. Et c'est sûr que 1976, dont je me souviens particulièrement, a beaucoup servi à essayer de remplir ce fossé-là plutôt que de le creuser. René Lévesque en était
extrêmement soucieux. Il nous rappelait constamment que les anglophones étaient québécois, qu'ils étaient des citoyens québécois et qu'ils allaient rester au Québec. Ce qui est exact, ils ne sont pas tous partis. Il y en a qui sont partis. Il y en a d'autres qui ont choisi d'enseigner le français à leurs enfants. Et ce qui s'est passé au Métropolis, à mon avis, découle essentiellement de l'attitude des chefs de partis politiques qui ont méprisé le référendum comme si c'était la peste et que tout le monde allait en mourir. Ils ont méprisé la souveraineté d'une nation comme si on était complètement fou d'envisager que ça puisse arriver. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est comme mettre de l'huile sur un feu latent chez les anglophones et chez les autres, chez ceux qui voteraient non à un référendum. Et qui sont souvent en colère parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Il faut arriver à remplir ce fossé et c'est urgent maintenant. Et moi, je suis de l'école de l'évêque et de l'école de Marc. Je crois que les paroles servent mieux à remplir un fossé que les fusils. Et dans ce sens-là, on a une urgence, c'est de voir à ce que ça se fasse le plus vite possible.